Bonjour tout le monde, bienvenue à cette rencontre en compagnie de l'illustrateur et de l'auteur Thierry Labrosse. Salut Thierry! Bonjour Jean-Dominique, comment ça va? Ah, écoute, ça va bien toi-même? Ça va très bien, ça va très bien. Bon, alors, écoute, Thierry, j'oserais pas dire doyen, mais tu es un auteur qui a roulé sa bosse depuis quand même déjà quelques décennies. Alors, on pourrait dire ça. Oui, on peut dire ça. Hein? Et on se gardera la coquetterie de l'âge. Ce sera l'espèce de mystère qu'on entretiendra tout le long de l'entrevue. Tout à fait. Alors, Thierry, tu as fait tes débuts comme illustrateur il y a quand même déjà un certain moment. Premier album de bande dessinée qui est publié au milieu des années 90 en Europe, Bug Hunter. Oui. Ce qui fait de toi l'un des... En fait, tu es dans le club select des rares auteurs à l'époque qui avaient publié en Europe. Mm-hmm. Il y a eu évidemment quelques-uns, Cédric Lotte, notamment les gars de Red Ketchup, donc Réal Godbout, Pierre Fournier, Pixel de Robert Rivard. Oui, Rivard. Voilà, Robert Rivard. Et donc, tu appartiens donc à ce club select. Et par la suite, tu vas vraiment embarquer sur une série qui va te faire découvrir à un vaste public, Moréa. Oui. Série de science-fiction. Oui. Et par la suite, tu vas nous proposer un triptyque intitulé Abirato, où pour la première fois, tu es non seulement aux commandes des illustrations, mais également du scénario. Un récit d'anticipation qui n'est pas très loin de la réalité, d'un Montréal submergé. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est ta dernière collaboration en date avec des éditeurs européens, puisque depuis quelques années, tu fais cavalier seul et non seulement tu travailles comme scénariste, comme illustrateur, mais également tu t'auto-publies, tu t'auto-édites. Oui. Alors, dis-moi, Thierry, pourquoi après ce succès fulgurant avec tes différentes collaborations avec des éditeurs européens, pourquoi avoir fait le choix de l'auto-édition? Très bonne question. Écoute, je pense que c'est dans ma personnalité. J'avais besoin d'essayer ça. Et aussi, comment je pourrais dire ça? Avec mes différentes expériences avec les éditeurs en Europe, j'ai vu, par exemple, des avantages et des inconvénients de tout ça. Puis avec les années, j'ai pu voir si ça me convenait ou pas. Comme je parlais encore, c'est par rapport à ma personnalité. Et je dirais que j'avais envie d'essayer des choses autrement. Puis aussi, comme je suis illustrateur, puis j'ai plein de clients, que ce soit en publicité ou dans d'autres domaines, en jeux vidéo, je peux me permettre de faire ça. Disons que j'ai un peu une liberté professionnelle qui me permet de pouvoir tenter des choses. C'est sûr que travailler avec des éditeurs, ça a des avantages et des inconvénients. Et je dirais que, c'est ça, au fil du temps, j'ai décidé, tiens, j'essaie ça. Et sans trop rentrer dans les détails, je te dirais que les contrats tels qu'on les présente aujourd'hui aux auteurs, moi, je suis un peu en désaccord. Il y a des choses que je trouve que c'est beaucoup trop à l'avantage des éditeurs. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui te reste à faire? C'est où tu joues le jeu, ou tu essaies autre chose. Puis je me suis dit, regarde, je vais essayer autre chose. En gros, c'est un peu ça. C'est fou parce que, alors que plusieurs jeunes artistes, aspirent à une carrière internationale, tu es vraiment un cas de figure, Thierry, parce que justement, toi, alors que tu es au sommet, et j'imagine que les offres pleuvaient, forcément, parce que graphiquement, Moréa, ça a vraiment été ça a vraiment eu un impact majeur auprès du lectorat. Donc, c'est donc dire que tu as en toi, parce que de par aussi ta nature de pigiste, tu es animé de cette espèce d'esprit d'entrepreneuriat, donc. Écoute, c'est venu, je te dirais, c'est venu plus tard. Puis, comme je fais la même chose avec ma copine Stéphanie, donc de le faire à deux, disons qu'on est devenus des entrepreneurs un peu malgré nous. On aime tellement ce métier-là qu'on s'est dit que je vais le faire à mes conditions. Et c'est ça qui nous a amené à devenir, malgré nous, des entrepreneurs. Je ne m'attendais pas à faire ça. De la même manière que quand j'ai commencé à travailler en bande dessinée, je ne m'attendais pas du tout à écrire mes propres histoires. Ça faisait mon affaire de travailler avec des scénaristes puis de m'occuper juste du dessin.
Puis avec le temps, ben, travailler avec des scénaristes, tu travailles sur les idées des autres, tu n'es pas toujours d'accord avec une scène, tu as envie de faire les choses autrement, tu l'aurais écrit différemment. Les personnages disent des trucs avec lesquels tu dis, ben, il me semble que moi, c'est pas ça que j'aurais dit. Et au fil du temps, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je travaille avec des nouveaux scénaristes? J'en essaie un nouveau ou j'apprends à écrire? Donc, j'ai appris à écrire tard, je dirais. Et ce qui va donner Abirato, qui va être ma première BD où je vais écrire le scénario, dont je suis très fier parce que c'est un bouquin important pour moi. C'est une série importante pour moi. Et c'est une excellente série d'ailleurs. Hein? Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis la même chose va venir aussi par rapport à l'édition. Est-ce que j'ai envie de travailler avec des éditeurs? Je connais les conditions, je connais les avantages et les inconvénients. Aujourd'hui, c'est très difficile de vendre beaucoup de livres. Et quand tu te retrouves, par exemple, avec 10% des droits d'auteur, en gros, c'est à peu près 10%, ouais. Ça varie entre 8 et 13, tout dépendant des auteurs. Puis tu te dis, ben oui, mais s'ils n'arrivent pas à vendre plus de 3000, 5000 copies, je m'en vais où avec ça? Là? Donc, est-ce qu'il y a moyen de faire mieux? En fait, je l'expérimente, je l'essaye, puis ça fait à peu près 5 ans que je fais ça, puis j'aime ça parce que ça me donne beaucoup de liberté, puis j'ai pas de compte à rendre à personne. C'est drôle parce que, alors que tu as vraiment œuvré dans la science-fiction, oui. Un bon pan de ta carrière, oui. À partir du moment que tu reprends les rênes de ta destinée, alors là, tout à coup, tu proposes Dead Charlie. Oui. C'est très étonnant parce que on ne s'attend pas à ce ton-là de Thierry Labrosse, pas du tout. On n'a pas été habitué à ça. Évidemment, on retrouve toute la fougue graphique, mais le ton, et aussi, on sent vraiment que dans Dead Charlie, oui, voilà, exactement. Alors, on sent vraiment que tu es en totale liberté. Oui. Est-ce que ce projet-là, tu l'avais en toi longtemps? Alors, par exemple, pendant que tu travailles sur Abirato, est-ce que tu as dans l'arrière-pensée Dead Charlie ou ça arrive plus tard? Écoute, c'est un accident, Dead Charlie, je te dirais. À l'époque, on avait une espèce de blog collectif qui s'appelait lacontrebande.com, oui. Qui n'existe plus depuis. Et moi, je m'étais donné comme mandat de faire une pin-up à chaque semaine pour éventuellement faire un livre. Et un jour, je dessine la belle baronne avec son personnel dans son manoir qui est des gens étranges. Puis je commence à faire un gag ou deux avec elle. Puis finalement, j'aime ça. Et je dis, tiens, je vais en faire un autre avec elle, toujours un autre avec elle. Puis là, tout à coup, j'ai trouvé que... Là, après, j'ai comme découvert mon sens de l'humour. Je l'avais jamais comme vraiment exploité graphiquement. Et je me suis mis à faire des gags. Puis c'est quand même un défi parce qu'on n'a qu'une seule image pour faire une mise en situation avec un punch, contrairement, par exemple, à un strip où est-ce qu'on peut quand même faire une mise en place. Donc, j'étais très à l'aise avec ça. J'étais beaucoup inspiré par le Dennis de Menace. Les premiers, avant que ça devienne une bande dessinée, dans les journaux, c'était en un seul dessin. Oui, voilà, c'est ça. Et ils appelaient ça du cartoon panels, ou je ne sais pas comment en anglais. Et finalement, je me suis pris au jeu. C'est seulement qu'au bout de quelques gags que Charlie. Et je ne m'attendais pas à ça, mais c'est un crâne. Hein, c'est un crâne qui passe son temps à faire des conneries. Et il va voler la vedette à la baronne, puis même la série va porter son nom, Dead Charlie. Donc, puis là, j'ai fait 3 livres avec ce personnage. Donc, c'est des gags pleine page. Vous le voir ici. Et je m'amuse beaucoup avec ça. Là. C'est vraiment, je me prends pas au sérieux. Puis, je m'attendais pas à faire un livre. En fait, c'était pour le besoin d'un blog. Puis, quand il est venu le temps de faire un Comic-Con, j'ai dit, tiens, je vais faire un livre. Puis, ma blonde a dit, ben, mets tous tes Dead Charlie ensemble, fais-toi un livre avec. Puis, j'ai dit, ouais, tu penses-tu? Les gens aiment ça, les gens l'achètent. Je suis rendu au 3e, je suis en train de préparer le 4e. Donc, donc c'est donc dire que Stéphanie Leduc a vraiment été de judicieux conseils pour toi, là. Tout à fait, tout à fait. Oui. Puis même que je te dirais que c'est quand je l'ai rencontrée, Stéphanie, elle écrivait ses histoires sans complexe. Et ça me dit. Là, après, à ce moment-là, j'étais en train de me remettre en question. Est-ce que je travaille avec des nouveaux scénaristes? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'apprends à écrire? Et finalement, elle m'a beaucoup influencé à me lancer dans l'écriture. Donc, je dirais ça en parenthèse. D'ailleurs, j'imagine que c'est pas la première fois que tu te fais poser la question, mais est-ce qu'on pourrait imaginer un jour une collaboration pour un album avec Stéphanie et toi? Peut-être un jour. On a des idées. Je pose la question, là. Mais écoute,
on est tous les deux très occupés avec nos propres projets respectifs. Puis on a beaucoup de fun à faire ça. Mais il n'est pas dit qu'un jour qu'on ne le fera pas. Donc, c'est wait and see. et là, Dead Charlie, 3 albums, un 4e en préparation. Comme tu es ton propre éditeur, est-ce que tu pourrais éventuellement un jour soit faire une intégrale ou alors peut-être t'amuser davantage avec la forme, peut-être prendre l'univers de Dead Charlie et retourner tranquillement vers un mode plus classique, séquentiel? Ben justement, dans le dernier, je pense dans le dernier Dead Charlie, oui, il y a justement une bande dessinée où ce que Charles se fait enlever par des Amazones de Vénus. Donc, mais je trouve que je suis pas sûr que le format bande dessinée convienne bien à Dead Charlie. Je trouve que ça fonctionne bien en gag unique. J'ai fait l'expérience, une petite BD de 16 pages, et c'est amusant, mais je sais pas. De toute façon, j'ai d'autres choses que j'ai envie de raconter. Donc, je trouve que Dead Charlie, la formule actuelle fonctionne bien. Sous forme narrative, je sais pas. Là, OK. Est-ce que c'est le scénariste ou l'illustrateur en toi qui considère que Dead Charlie est à son meilleur en une illustration plutôt que dans un découpage séquentiel? Je te dirais que c'est un peu des deux parce que faire une bande dessinée, je trouve que lancer dans un projet de bande dessinée, là c'est vraiment l'auteur de bande dessinée qui parle, le dessinateur. C'est vraiment un chantier de faire des planches. Puis moi, sur mes planches, je suis très exigeant. Donc, de faire un gag en un seul dessin de Dead Charlie, ça a des avantages. Ça me permet, c'est comme de l'oxygène. Je fais ça vite, j'ai du plaisir. Quand je le fais sous forme narrative, je trouve que tant qu'à me lancer dans des chantiers semblables, je préfère faire une vraie bande dessinée avec une histoire qui est à suivre, puis plutôt que faire des gags un après l'autre. Je sais pas, c'est pas mon truc. Il y a peut-être aussi une perte de spontanéité. Alors que le dessin, ouais. Oui, puis comme je te dis, je préfère la prochaine bande dessinée que je vais faire, ou celle que je suis en train de faire en ce moment, ou les prochaines que je vais faire dans l'avenir. J'ai d'autres choses que j'ai envie de raconter. Donc, si je pourrais mettre en chantier des planches de bande dessinée, Dead Charlie, je trouve pas que c'est la meilleure chose qui me branche en ce moment. J'ai d'autres projets de science-fiction que j'ai en tête, trucs plus d'humour aussi que j'aurais envie de faire différemment. Donc, pour la bande dessinée, j'ai d'autres projets qui me tiennent à cœur. D'ailleurs, tu as une bande dessinée sur ton site Internet qui est annoncée bientôt apparaître, Opération Majorette. Oui, ça, c'est un projet sur lequel je suis en train de travailler depuis 3 ans maintenant. Je suis en train de faire 2 albums de bande dessinée. Je suis en train de terminer justement le dernier tome, donc ça va être un diptyque en 2 albums de 50 pages environ. Et c'est l'histoire d'une majorette. C'est un peu un truc onirique, où c'est l'histoire d'une belle majorette qui est en quête de sa parade. Donc, c'est comme une espèce d'allégorie de la vie. Et je joue ça un peu à la manière de Little Nemo ou Alice au Pays des Merveilles. Oui, c'est un peu... là, vraiment, je suis dans un autre registre. C'est plus fantastique, c'est plus onirique. Et je m'amuse, puis je ne m'attendais pas à faire ça non plus. Puis, justement, j'ai fait une illustration ici qui pourrait être peut-être une couverture possible. Non, ça donne un peu le ton. Je ne sais pas si on le voit bien. Il faudrait que tu penches, Thierry, ta planche un peu vers l'avant. Comme ça, peut-être? Oui, voilà, exactement. C'est pour le reflet de la lumière. Oh. Voilà, ça donne un peu le ton, là. Peut-être une couverture possible, mais... Oh. Et c'est fou parce que quand on regarde ton illustration, il y a du Winsor McKay, mais il y a aussi, je ne sais pas, à première vue, je vois aussi du Moebius. Écoute, je suis influencé par plein de grands maîtres qui m'ont précédé. C'est sûr que McKay, c'est un des grands. Moebius m'a beaucoup influencé. Je dirais même Fellini à une certaine limite. Il y a beaucoup de gens qui m'ont précédé, qui m'ont influencé, qui ont fait rêver le gamin en moi, qui a fait que je me suis acharné à devenir le dessinateur que je rêvais d'être, tu vois. Donc, puis là, aujourd'hui, j'arrive à un moment de ma vie où j'ai envie de raconter des histoires, puis d'être libre de le faire, puis de surtout m'amuser à le faire. Puis je le fais d'abord pour moi. Et après, ça trouve son public. Des gens qui disent « Ah, on aime ça, on achète ça ». Comme Dead Charlie, je ne m'attendais pas à ce que les gens embarquent. Et
J'ai toutes sortes de publics, de tous les âges, des hommes, des femmes qui achètent ça, puis je suis toujours étonné de voir ça. Donc, c'est quand même extraordinaire. On fait un métier extraordinaire. Ben, d'ailleurs, Thierry, une chose que j'ai remarqué, c'est que depuis que vraiment tu t'investis corps et âme dans ta production, on te voit dans différents événements, que ce soit les Comic-Con, les festivals, on te voit à ta table avec Stéphanie. Et c'est pour ça que tantôt, j'utilisais le terme entrepreneuriat parce que pour moi, lorsque je vous vois tous les deux en événement, il y a non seulement il y a une offre, mais il y a surtout une fierté. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui m'avait vraiment marqué. La première fois que je vous avais vu au Comic-Con à votre table avec vos créations à vous, je m'étais dit, tiens, il y a quelque chose, ça transpire la fierté. Voilà. On aime ça. Qu'est-ce que tu veux? Regarde, c'est comme si on était programmé pour faire ça. Tu sais, moi, c'est un rêve de gamin de faire de la bande dessinée. Puis là, aujourd'hui, c'est ce que je veux faire quand je serai grand. Puis maintenant, je suis grand, donc je le fais. Et là, évidemment, tu travailles aussi comme pigiste, donc tu fais des contrats d'illustration. Est-ce que, par exemple, tu consacrerais ta retraite exclusivement à la bande dessinée? Oui, bien sûr. Moi, je vais dessiner jusqu'à mon dernier souffle, ça c'est clair. C'est de l'oxygène pour moi. J'ai toujours dessiné, puis ça fait partie de mon quotidien. C'est une passion, c'est un plaisir, c'est un privilège que je chéris puis que je protège. Et puis aussi, je fais tout ce qu'il faut pour être libre de le faire à ma façon. Et oui, je vais le faire jusqu'à mon dernier souffle, probablement. Donc oui, probablement plus des bandes dessinées. Du travail de commande, ça peut être intéressant. Ça dépend toujours du projet, ça dépend toujours, j'allais dire le montant, mais oui, effectivement. Ben oui, faut vivre, hein? Absolument, absolument. Donc, puis on fait quand même quelque chose d'unique au monde. On a une vision unique des choses. Donc, je suis comme un artiste qui a choisi la bande dessinée pour s'exprimer, tu sais. C'est fou parce que aujourd'hui, au Québec, en 2020, on peut faire ce choix-là. C'est-à-dire que il y a des ateliers qui s'offrent, il y a une formation universitaire qui s'offre, il y a une multiplicité de structures éditoriales, d'auteurs. Toi, quand tu as commencé, là, Thierry Labrosse, tu as fait ton premier album en 96, le portrait, l'écosystème était vraiment différent. Il n'y avait rien. Il n'y avait absolument rien. Puis oui, il y a eu des cas précédents avant moi qui m'ont précédé. Là. On parlait de Cédric puis d'autres. Mais il n'y avait rien à cette époque-là. Tu sais, on avait vraiment ce rêve-là. On regardait des comic books américains, on regardait les trucs franco-belges qui arrivaient aussi au Québec. Et on rêvait de faire ce métier-là. Et donc, il fallait s'atteler à la tâche parce que c'était pas évident. Puis surtout, d'approcher un éditeur en Europe, ça, c'était comme vraiment compliqué. Là, on est bien avant l'Internet. Là. Tu sais, L'Internet va commencer comme 10 ans plus tard. Ouais. Même plus. Donc, ouais, c'est ça, 10 ans plus tard. Et donc, on t'envoie une lettre, tu vas peut-être avoir une réponse dans quelques mois. Tu sais. C'est vraiment une autre époque. Et puis, mais moi, comme je voulais pas faire de super-héros, tu sais, parce que ça aurait peut-être été plus simple d'aller aux États-Unis. Moi, les super-héros, je n'étais pas vraiment attiré par ça. C'était peut-être plus accessible, mais je pense pas que c'était vraiment plus facile non plus. Donc, moi, j'avais pas d'autre choix que je voulais faire de la science-fiction. Qui d'autre pouvait me publier? Il fallait que j'aille en France ou en Belgique. Donc, je me suis acharné. Puis finalement, un des premiers qui m'a donné une chance, c'était l'éditeur Soleil qui commençait à l'époque parce que ouais. Je pense que l'éditeur a commencé en 90. J'ai signé mon contrat en 92 avec eux. Je vais mettre quand même 4 ans à faire l'album parce que les conditions n'étaient pas extra. Moi, je travaillais en publicité. J'ai dit, bagage, je vais le faire quand j'ai le temps. Et c'est un peu comme ça que je vais faire le premier album, Bug Hunters, qui va pas avoir un succès nécessairement, mais c'est vraiment plus tard, quand je vais faire Moréa, que là, vraiment, les gens vont... parce qu'on vendait quand même pas mal de livres. Tu sais, aujourd'hui, même, je vendais 30 000 copies de chaque album de Moréa. Ça fait rêver les éditeurs. Aujourd'hui, ils n'arrivent pas à faire ça. Ben, ils arrivent, mais très rarement. C'est sûr que, oui, parce que le problème, c'est que à l'époque où tu as publié Bug Hunter, il y avait par année environ 500 nouveautés dans le milieu franco-belge.
Ouais, Seulement dans le milieu franco-belge. Aujourd'hui, on franchit le cap, pas aujourd'hui, mais depuis une décennie, on a franchi le cap du 5000 nouveautés par année. Peut-être même des fois près de 6000. Ouais. Mais ce qui est fou, c'est que, par contre, le bassin de lectorat, lui, s'est pas développé. Donc, il s'est développé, mais pas à la hauteur de la production. Puis pour en venir à ta première question, là, pourquoi l'indépendance, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, un éditeur, même avec toute son armada d'employés puis tout ça, a du mal pour une nouveauté de vendre 3000 copies. Puis moi, je me suis dit, on s'en va où avec ça? Moi? Tu sais, je me dis, moi seul, sur 5 ans, sur 10 ans, je vais en vendre 1000. Tu sais, c'est comme, puis 1000, parce que, où tu touches pas mal plus que 10 ou 13 tu sais, mathématiquement, ça marche. Là. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi continuer à ce moment-là? Puis en plus, une affaire qui est devenue bien importante pour moi, je veux garder mes droits. Donc oui, parce qu'on vit maintenant à une époque où on peut être adapté à la télévision, au cinéma, en jeux vidéo, en produits dérivés. Donc, oui, effectivement, j'imagine qu'être propriétaire de tes droits, c'est beaucoup plus intéressant. Oui, puis c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est toi qui es seul pour négocier tout ça. Bon, un éditeur va s'entourer d'avocats. Tu vas toujours un peu faire la même chose si vraiment une opportunité se présentait. Mais pourquoi pas? Si jamais un jour je me rends là, je vais faire ce qu'il faut. C'est fou parce que, permets-moi de rebondir là-dessus, lors d'une conversation avec Jimmy Beaulieu, que tu connais forcément, alors Jimmy, qui est publié au Québec, qui est publié en Europe, disait que, dans le fond, pour lui, comme auteur, c'était plus payant de sortir des colosses, donc ces albums auto-édités, même s'il avait besoin d'en vendre une fraction par rapport à ses albums chez des éditeurs, justement pour arriver à en retirer le même bénéfice financier. C'est quand même fou là, quand on y pense. C'est fou. Là où peut-être aussi, il y a peut-être, je ne sais pas, ça dépend aussi parce que ce qui peut être vraiment intéressant, puis ça explique pourquoi les auteurs continuent encore de travailler avec les éditeurs, parce qu'il y a quand même des avances de droit. Souvent, on va t'avancer les 20 000 premières copies vendues. Ouais. Ça a tendance à descendre avec les années, mais avant de rattraper, avant de pouvoir faire ça par soi-même, ça va prendre des années. Donc, à moins d'avoir un succès là, ou faire un Kickstarter qui cartonne, là, mais sinon, ça va prendre des années. Donc, je peux comprendre que des éditeurs continuent sur des auteurs continuent sur cette voie-là, puis je ne peux pas à chacun de décider de comment il a envie de faire son métier, mais je ne suis pas un jugement de personne, mais moi, j'avais envie d'essayer autre chose, de faire les choses autrement. Ben, écoute, Thierry, c'est déjà la fin de l'entretien. Donc, ben oui, ça passe vite, hein? Oui. Alors, écoute, on te souhaite bon vent pour Opération Majorette. Oui. On a très hâte de te lire. Est-ce qu'on a une idée de quand on pourrait éventuellement te lire? Écoute, je vais faire probablement une campagne de financement pour le premier tome sur probablement Ulule. Okay. J'invite les gens à aller s'abonner sur mon infolette, ma newsletter sur mon site à thierrylabrosse.com. Et là, je vais commencer à donner les informations au fur et à mesure parce que le premier livre est déjà dessiné. Le deuxième commence à être terminé. J'aurai la couleur à faire. Puis ensuite, je dirais début 2021, probablement, je vais m'enligner sur une campagne de financement. Donc, pour les gens intéressés. Donc, on garde l'œil ouvert. D'ici là, Thierry Labrosse, vraiment merci beaucoup. Merci, Jean-Dominique. Ben oui. Pour les festivaliers, alors, dans quelques instants, on se retrouve avec le quiz « Connaissez-vous vos super-héros » en compagnie de Patrick Marleau. Allez, salut Thierry. Salut Jean-Dominique. Ciao.